le grand débat du patrimoine. BFM Business, le grand débat du patrimoine. Et pour l'occasion, on va donner les clés à Jean-François Fillâtre, les clés de la voiture. Bonjour Jean-François. Bonjour Stéphane. Et nos invités, Bérengère Dubus, fondatrice et secrétaire générale de l'UIC, l'Union des intermédiaires de crédit. Quelque chose me dit que vous avez quelque chose à nous dire sur le crédit. En effet, bonjour. Également autour de la table, Frédéric Puzin, président du groupe Quorum. Bonjour. Bonjour. Xavier Lièvre, notaire à Paris, président de la 2e commission du 119e congrès des notaires 2023. Sur la question du logement, et c'est pour ça qu'on vous a invité. Bonjour. Jean-François, la situation. On va peut-être commencer à faire effectivement un tour de table avec la particularité de l'immobilier, c'est qu'on peut acheter à crédit. L'état de la production de crédit, Bérengère, ça s'annonce comment et quelle tendance et pourquoi ? Alors la production de crédit s'annonce très mal en effet, et finalement ça s'annonce très mal parce qu'il y a une convergence de critères défavorables aujourd'hui qui n'ont jamais, je crois, été simultanés comme ça. On a bien sûr la hausse des taux de crédit qui est mécanique, qui est liée au marché et qui pris individuellement n'est pas grave. Il y a 10 ans, 12 ans, on était à 4,55 et le marché fonctionnait. Le problème c'est qu'à cette hausse des taux, on va ajouter les critères du HCSF, du Haut Conseil à la stabilité financière, qui a mis des règles au niveau de l'apport, de l'endettement. 35% d'endettement maximum, 25 ans de remboursement, 2 de plus si on achète sur plan. Il faut les modifier, ces règles ? Les 25 ans de maximum de durée de crédit, pour certaines banques, c'est inclus le différé qu'on achète sur plan, donc 23 ans. Ces règles en 2020 étaient bonnes dans une période où le crédit était pas cher, où il y avait une grosse production. Peut-être qu'aujourd'hui, ces règles doivent être revues et adaptées. À ça va s'ajouter le taux d'usure, ou même si bien sûr sa mensualisation, et grâce à l'intervention notamment de Bercy, a permis de débloquer le marché, mais ce n'est pas tout à fait fluide. Et bien sûr, les prix de l'immobilier qui ne bougent pas encore. Et pour finir, un désengagement de certaines banques qui considèrent qu'aujourd'hui, faire un crédit immobilier n'est pas assez rentable, ne leur apporte pas assez d'argent et qui préfèrent aller sur d'autres marchés. Xavier, baisse de la production de crédit, ça a quelles conséquences aujourd'hui sur l'immobilier d'habitation ? L'immobilier d'habitation, il est un peu en phase de transition là, puisque effectivement il y a des nouvelles données du marché qui sont la réduction de la production des prêts par les banques, les critères HCSF, etc. qui sont contraints. Ce qu'on constate chez les notaires, c'est une réduction assez lente, mais maintenant très nette, du nombre de transactions et une réduction des prix dans les zones les plus tendues. Donc moi j'ai envie de dire, quand on regarde ce qui forme un prix et ce qui bloque une banque par rapport à la délivrance d'un prêt, c'est aussi avant tout la valeur. On n'a pas régulé le marché quand il est monté massivement à cause de trop de liquidités sur le marché, des taux très bas et des durées très longues. Pourquoi est-ce qu'on voudrait réguler maintenant que le marché commence à baisser ? Laissons-le baisser, c'est ça qui va redonner du souffle au marché. C'est ce que je pense. Frédéric, je me tourne vers vous sur l'immobilier d'entreprise, alors qui est impacté également par la hausse des taux, qui est peut-être même d'ailleurs beaucoup plus impacté par la hausse des taux que les marchés des particuliers, parce qu'on sait tous que les banquiers français prêtent à des niveaux qui sont excessivement faibles, parce qu'ils ne font pas leur marge sur le crédit, ils font leur marge sur l'équipement qu'ils vont faire sur les clients à côté. Donc quid de la situation de l'immobilier d'entreprise ? Alors moi je peux vous parler de l'Europe de façon générale. Il y a des réalités très différentes entre les pays qui ont déjà réagi très vite. Je vais prendre l'Angleterre, les Pays-Bas. Je peux même vous parler de l'Allemagne qui a commencé à réagir assez fortement. Après on va dire que l'investisseur immobilier professionnel, il a aussi des convictions. Donc pour l'instant il considère qu'il ne faut pas forcément acter les baisses. En tout cas, quand ils sont obligés de vendre rapidement, les prix ont évolué plutôt favorablement pour les acheteurs. Est-ce qu'on convertit des bureaux en logements ? On en parle beaucoup quand même depuis un an. Oui, on en parle. Alors après, il y a une réalité de terrain, puis il y a un coût réel à les transformer. Il y a des coûts sur les travaux. Pour l'instant, moi, je l'observe pas de façon massive ni particulière dans un pays ou dans un autre. Stéphane, il y a un sujet. Moi, j'aime bien décrypter ce que disent les gens et un peu comprendre leur position. Moi, il y a une question sur laquelle Xavier et Bérengère, je voudrais vous entendre. C'est comment doit-on assimiler l'immobilier ? Est-ce que l'immobilier, c'est une valeur d'usage ? C'est-à-dire loger les gens, et dans ce cas-là, la logique, c'est que les prix soient le plus faibles possible, ou est-ce que c'est une valeur patrimoniale, et la logique, dans ce cas-là, c'est que les prix soient le plus élevés possible. Xavier ? Je trouve que c'est un peu caricatural entre valeur d'usage et valeur de propriété. Non, jamais. Évidemment, jamais. c'est pas parce que c'est patrimonial que les prix doivent être le plus élevés possible. Moi, ce que je considère, c'est qu'il y a des biens de consommation, une voiture, typiquement, là, c'est parfaitement une valeur d'usage. Être propriétaire de sa voiture aujourd'hui, à part le plaisir d'une voiture de sport, si on a les moyens, ça n'a pas grand intérêt. Le logement, c'est différent.
voilà, le logement, c'est pas simplement une valeur d'usage, c'est forcément à la fois une valeur d'usage et une valeur patrimoniale. La logique, je pense, c'est plus une question de sécurité, en fait. Le logement, la propriété apporte un sentiment de sécurité, réel ou ressenti. C'est pas toujours la réalité, parce que parfois c'est un piège d'être propriétaire face au coût que représente la propriété. Et voilà, ce sentiment de sécurité, propriété, il est quand même très fort. Je pense qu'il n'est pas prêt de changer. Il y a une culture française de la propriété, et à mon avis, c'est ça la clé. Et pour permettre cette sécurité par la propriété, il ne faut pas que les prix soient trop forts. C'est pour ça que moi je pense qu'il ne faut pas trop réguler aujourd'hui la baisse. Il faut laisser le marché se réadapter aux nouvelles données financières. Les taux montent mécaniquement, ça devrait baisser les prix. Laissons les prix un peu baisser, redonner du souffle au marché. Bérangère, valeur d'usage ? Je suis d'accord avec Xavier Lièvre sur le fait qu'il ne faille pas opposer les deux. Moi, bien sûr que je pense que l'immobilier a une valeur d'usage. Aujourd'hui, être propriétaire, c'est à la retraite ne plus avoir de charges de logement et donc pouvoir faire face à la baisse de ses revenus. Être propriétaire, c'est en cas de décès, laisser à ses enfants un capital. Être propriétaire, c'est en cas de maladie, avoir son crédit qui est pris en charge. Être propriétaire, c'est avoir malgré tout une mensualité qui va être fixée pendant 25 ans et qui ne subira pas l'inflation. Donc je pense qu'il y a vraiment une valeur d'usage et qu'elle n'est pas opposée à la valeur patrimoniale, puisqu'un parcours résidentiel aujourd'hui accessible et équitable va devoir avoir des gens qui sont locataires, mais pour ça il faut des investisseurs, des gens qui accèdent à la propriété aidée en accession sociale et des gens qui vont accéder à la propriété en livre. Et rien ne doit être opposé, puisque pour qu'un système fonctionne et qu'il n'y ait pas de mal logement, il faut que chacune de ces catégories, locataires, propriétaires, accédants, finalement ait accès au logement. Et on sait que le crédit est la pierre angulaire de l'accès au logement. Mais Jean-François soulignait un point intéressant, ça coûte de plus en plus cher d'être propriétaire. Taxe foncière, plus 50 et quelques % à Paris. On sait qu'il y a des frais, il y a des impôts. C'est cher d'être propriétaire. Alors je vais vous opposer qu'il y a eu la suppression de la taxe d'habitation qui a totalement compensé malgré tout, c'est la vérité chez les propriétaires, la taxe foncière, et que malgré tout ça coûte cher d'être propriétaire, sûrement. En tout cas, il n'y a pas cette inflation. Prenez l'évolution des loyers sur 20 ans. Quelqu'un qui aurait été propriétaire sur 20 ans aurait eu sa mensualité de crédit de 700, 800, 900 € qui n'aurait jamais changé. Ce qui n'est pas le cas avec les loyers. Et ce qui nous sépare vraiment du modèle américain, quand je vois des gens qui disent attention à l'immobilier, la crise des subprimes, etc., il n'y a aucun rapport entre le marché français et américain, puisque le marché américain se base sur la valeur patrimoniale et de revente des biens, là où le marché français se base sur votre capacité à payer un tiers de vos revenus en loyer ou en crédit. À partir de là, on reste quand même un marché très sécurisé. Jean-François. Frédéric, c'est pas votre spécialité, mais je vais quand même vous poser la question, parce que chez Corum, vous faites plutôt de l'immobilier tertiaire. Ouais, alors moi, la notion de valeur, je l'aime pas trop en immobilier. J'aime bien parler de prix. J'aime pas trop la valeur parce que ça entretient une ambiguïté qui est très française d'ailleurs, c'est celle de valeur refuge associée à l'immobilier. L'immobilier, ça n'a jamais été une valeur refuge. Ça a un seul intérêt, c'est une valeur tangible. Et on revient, pour moi, à deux aspects de l'immobilier. Il y a l'immobilier émotionnel. C'est pour l'essentiel la résidence principale, ça peut être la résidence secondaire, dans lequel en définitive on peut se projeter sur le long terme. Le prix est important, mais c'est pas forcément la chose la plus importante dans les choix. Vous parliez tout à l'heure de sécurité, madame. Ben oui, la sécurité de l'avenir en disant je me mets un toit sur la tête, c'est une émotion. Par contre, la valeur en tant qu'investisseur, c'est un tout autre sujet. Et la valeur, elle peut fluctuer et ça n'est en rien une valeur refuge. Et là, ça a du sens, par exemple, dans un investissement immobilier locatif. Par exemple, oui, ça fait du sens, oui. Mais effectivement, un investissement immobilier locatif, on sort de prix qui sont complètement déments dans les immobiliers résidentiels, par exemple, avec un taux d'intérêt pour un emprunteur entre 4 et 5 quand vous faites du résidentiel à 2, 2,5, ça ne fait absolument aucun sens. Ok, donc du coup, on va poser la question. On a entendu que Xavier Lièvre nous avait tout à l'heure expliqué qu'il fallait réguler le marché par le prix. Combien de baisse ? Il faut laisser le marché se réguler tout seul. Il ne faut pas le réguler. Faudrait faire des calculs, mais ce qu'on entend à gauche, à droite, c'est de considérer que tant que le marché n'aura pas baissé de 10 à 15%, on n'aura pas retrouvé un peu d'air. Et je pense que c'est au moins cette valeur-là qu'il faut retrouver pour que les niveaux d'emprunt et les niveaux d'endettement retrouvent un peu de sens. Donc si on veut acheter, il faut attendre. Si on veut acheter, il faut attendre. Et si on veut vendre, il faut baisser tout de suite. Bérangère ? Alors je ne suis pas d'accord sur le fait que si on veut acheter, il faut attendre. Tout simplement, il y a un an, quelqu'un qui gagnait 3 000 € et qui avait 1 000 € de crédit pouvait faire un crédit de 250 000 €. Aujourd'hui, c'est 200 000 €. Et en septembre, avec des taux à 4%, finalement, ça sera encore moins. Donc attendre une baisse de 10% sur un bien qui va coûter 200 000 €, qui est le prix moyen, si vous rajoutez vos loyers que vous avez payés à perte entre-temps, et si vous rajoutez les intérêts que vous allez payer en plus, il faudrait une baisse quasiment supérieure à 20% pour qu'attendre soit une bonne idée. Je ne suis pas sûre qu'on atteindra cette baisse et que ce soit une bonne idée. Mais est-ce qu'on peut attendre pour de l'immobilier locatif si on a un projet d'investissement ?
Sur un projet d'investissement locatif, je crois qu'actuellement, effectivement, les taux sont élevés, qu'il y a certains biens chers. Malgré tout, il y a tout le problème des passoires thermiques qui arrivent. Il y a tous ces biens qui arrivent sur le marché, parfois fortement décotés. Et il y a malgré tout des investissements à faire aujourd'hui pour des gens qui ont les épaules solides, les reins et l'habitude, et qui peuvent investir. Ok, avant qu'on passe à l'immobilier entreprise, juste Stéphane, je vais rigoler 2 secondes. Parce que là, ce qui est assez intéressant de voir avec ce qui est la rupture majeure qu'a quand même été la remontée des taux d'intérêt depuis un an, c'est qu'on est en train de voir un discours de place qui est complètement en train de changer. En fait, on va être clair, on vit depuis des années, quasiment presque en 2008, parce que la baisse avait été relativement faible, avec une hausse des prix qui était délirante, mais qui a arrangé tout le monde. Mais qui a arrangé tout le monde. Pourquoi ? Parce que, en fait, comme les prix étaient élevés, il fallait emprunter. Donc, ça a arrangé l'écosystème de l'emprunt. Donc, c'est-à-dire les courtiers et les banquiers qui étaient là, qui filaient du pognon, ce qui leur permettait d'aller piquer du pognon à la clientèle. Ça servait l'écosystème de la transaction. Les notaires qui enregistrent les opérations, les agents immobiliers qui vendent, les communes et les collectivités locales qui, chaque fois qu'il y a une transaction, rentrent des impôts. Donc, on avait un système, on était quelques-uns à un peu contester en disant peut-être un peu trop vite, etc. Et là, aujourd'hui, on est en train de voir que, alors que tout est en train de se gripper, l'écosystème est en train de changer de discours parce que, je dis toujours, contrainte économique et on doit adapter. Donc, tous les discours qu'on entend, j'ai plutôt tendance à dire qu'ils sont assez loin de choupinette, je le confirme aujourd'hui. On va parler de l'immobilier d'entreprise quand même. Vous avez des questions, Jean-François ? Je sais pas, Frédéric, comment vous le qualifieriez vous aujourd'hui ? Moi, je le qualifie de génial. D'accord, mais en vrai. Mais oui, je le qualifie de génial parce que, en fait, derrière tout ça, face à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, honnêtement, si on voulait bien ouvrir les yeux il y a 4-5 ans, c'est une surprise pour personne. Hein. Je suis désolé, quand vous prenez l'ascenseur, vous êtes au 3e étage, vous appuyez pour descendre au 0. Une fois que vous êtes au 0, si vous ne pouvez pas aller au rez-de-chaussée, il ne peut se passer qu'une seule chose, c'est remonter. D'accord ? Donc avec les taux à 0, l'ascenseur il était en bas. Les taux à 0 ont été le prétexte de toutes les dérives en termes d'investissement immobilier sur les prix, de toutes les dérives. C'est-à-dire que la dette, entre guillemets, ne coûtait pas cher. Elle coûtait d'autant moins cher qu'il y avait peu ou pas d'inflation. Enfin, le différentiel était très intéressant. Le jour où il y a un incident que personne ne voit venir, ne peut imaginer, mais en tout cas, la réalité, c'est qu'il y a une mécanique infaillible et improbable. Le jour où l'inflation remonte, les taux d'intérêt remontent. Et le jour où les taux d'intérêt remontent, quelle que soit la classe d'actifs, on peut prendre la bourse, on peut prendre le private equity, enfin, l'investissement des entreprises, l'obligataire, l'immobilier, fatalement, il faut que le rendement de ces produits augmente. Donc si le revenu ne bouge pas, le revenu de ces produits en location, en l'occurrence en immobilier, ce sont les loyers. Si les loyers ne bougent pas, il faut que les prix s'ajustent. Ils s'ajustent vers le bas. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu une forme de déni quand on recevait des professionnels de l'immobilier tertiaire? Ils nous disaient non, il n'y a pas trop de mètres carrés de bureaux, les entreprises vont continuer de louer les mêmes surfaces, elles vont juste les organiser différemment avec plus d'espace collaboratif. Quand on pointait la question des commerces, on a des taux de vacances, notamment dans des rues de Paris, qui font juste froid dans le dos. Allez vous promener place de la Madeleine, c'est juste effrayant. On nous disait non, c'est juste une crise passagère. Le réveil, il est un peu brutal aujourd'hui, Stéphane, il y a Frédéric, deux sujets. Un sujet que vous avez abordé, c'est celui du revenu. Ouais. Moi, j'ai une vision très particulière de l'immobilier. D'ailleurs, je pense que je suis la seule à savoir sur ce plateau. On dit souvent l'immobilier, c'est l'emplacement. C'est vrai. Mais non, l'immobilier, il y a un seul acteur qui crée de la valeur dans l'immobilier, un seul. C'est le locataire. C'est celui qui paye le loyer. La preuve en est, c'est que le plus bel immeuble du monde, il est en France, il s'appelle Versailles. Le problème, c'est qu'on a coupé la tête du locataire. Ça vaut rien. Enfin, c'est une réalité. Je crois qu'il payait pas. Et il payait indirectement. On était plusieurs à payer. Mais en définitive, on peut toujours espérer acheter un bien dans de bonnes conditions et le revendre plus cher. Ça, c'est la chimère de tous les investisseurs. Et c'est un rêve qui a touché tout le monde au cours des 5 dernières années en disant on n'a pas de revenus, mais les valeurs vont monter. Mais les valeurs, elles ne pouvaient pas monter indéfinitivement. Et une seule chose qui était sûre, c'est que ça ne pouvait que se retourner. Xavier Lièvre, dans votre étude, vous faites de l'immobilier d'habitation, mais vous faites également de l'immobilier d'entreprise. Vous réagissez comment au terme de génial pour qualifier la situation actuelle ? C'est effectivement ce qu'on entend, en tout cas pour les investisseurs qui n'ont pas de problème d'emprunt. Il y a les investisseurs à effet de levier, ceux qui empruntent, et les investisseurs d'épargne, principalement les SCPI. En fait, ce qu'on entend aujourd'hui sur le marché et de nos clients, c'est qu'il y a un problème de prix, il y a un problème de rencontre entre l'offre et la demande. Voilà, l'offre ne peut pas encore baisser ses prix parce que ça pose des problèmes de référentiel par rapport aux valeurs d'expertise des SCPI. On n'en a pas parlé, mais je pense qu'il y a quand même un sujet de... Voilà, la valeur des SCPI, c'est la valeur des actifs sous-jacents. Si tout d'un coup, le marché baisse,
que veut dire la valeur des actifs dans les SCPI. Je ne sais pas répondre à la question. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des risques de faillite de SCPI? Non, pas des risques de faillite, mais des problèmes de valorisation. Donc ça, c'est un sujet qu'il faut avoir. Donc les vendeurs peuvent pas trop baisser leur prix. Et les acheteurs, quand ils sont des SCPI, mais Frédéric nous répondra certainement, ont besoin de faire des investissements avec des prix qui baissent un peu, forcément, mais mathématiquement, c'est une fraction. J'entendais l'autre jour votre remarque. Hein, quand on divise un revenu par une valeur, soit on monte le revenu, soit on baisse la valeur pour augmenter le taux. Donc, c'est des maths simples, niveau 5e, c'est de la fraction. Il n'y a pas de solution miracle. Jean-François, vous avez peut-être un avis sur la question. Non, alors, je vais donner un élément technique pour que les gens comprennent bien de quoi on parle, parce que c'est toujours utile. Dans la première partie, on a parlé de l'habitation. Donc, dans la partie de l'habitation, on a des indicateurs qui sont donnés par des réseaux d'agences, par l'indice INSEE notaire, etc., du prix moyen par ville, en France entière, etc. Donc, l'indication du prix que l'on a, on va, entre guillemets, avoir assez vite des données sur les mouvements. Il faut juste rappeler, pour les investisseurs en SCPI, une caractéristique du fonctionnement du marché des SCPI, et ça m'amènera derrière à poser une question à Frédéric Pussin. En pratique, les SCPI ont l'obligation, tous les ans, de faire expertiser leurs immeubles, et ça vous donne une valeur, entre guillemets, réelle de ce qui est dans le patrimoine, en vous rajoutant les liquidités que vous avez, ça vous donne la valeur de la SCPI. Et la majorité des SCPI de la place, désormais, sont des SCPI que l'on appelle à capital variable. Et ce qu'il faut savoir lorsque l'on est dans une SCPI à capital variable, c'est que le prix de la part, c'est-à-dire ce que véritablement voit le client qui investit, quand il a son relevé, il a le prix de la part. Le prix de la part est une décision administrative, alors on ne peut pas faire ce qu'on veut, mais pour autant, on doit partir de la valeur réelle du patrimoine, et on a une marge de fluctuation pour fixer son prix de part à plus 10, moins 10. Donc vous pouvez tout à fait avoir un marché immobilier qui décale à la baisse, pas trop, sans que votre valeur de part ne soit amenée à baisser. Et ça, c'est un élément qui est important. Et du coup, vu la position du marché, c'est-à-dire où est-ce qu'on a fixé sa valeur de part par rapport à la valeur réelle, il y a une question qui se pose, parce que c'est un enjeu majeur. On avait vécu 2008 avec une grosse difficulté lorsqu'il y avait eu des baisses de prix de part. Est-ce qu'on risque des baisses de prix de part sur le marché des SCPI? Alors, il y a un premier facteur qui est le phénomène que vous venez d'indiquer. En fait, les SCPI, majoritairement, elles ont souvent un prix de part inférieur à la valeur du patrimoine. Je ne veux pas vous en donner, ça serait compliqué d'expliquer les raisons techniques. Mais il y a une première explication qui est extrêmement simple. Il suffit de maîtriser la règle de 3. C'est que plus vous allez avoir un prix de part qui va être faible, plus à revenu équivalent, vous allez dégager un rendement élevé. C'est-à-dire que vous allez minorer votre dénominateur. Voilà, ça doit être cours préparatoire, je crois, ou CE1, hein, la division. Bon, voilà. Donc les gérants, pour éviter de dégrader les rendements, parce que comme ils achetaient de plus en plus cher, ils ont essayé de maintenir les prix de part très bas afin de maintenir des rendements facialement élevés. La réalité, c'est qu'ils étaient non seulement facialement, mais réellement élevés, puisque le porteur achetait sa part avec un prix dégradé. Je suis d'accord. En tout cas, on est juste si on regarde en termes de défense des épargnants, on dégradait un peu. On défavorisait les anciens porteurs au profit des nouveaux, puisqu'on leur faisait payer un truc qui valait 100, on leur faisait payer un peu moins cher. Ça s'appelle de la dilution. Voilà. Okay. Mais ça a un énorme avantage aujourd'hui pour les SCPI, c'est-à-dire qu'elles ont ce qu'on peut appeler un amortisseur. En fait, elles peuvent faire varier le prix de part entre plus 10 et moins 10% des valeurs d'expertise. Donc en gros, elles étaient toutes en moyenne. Il faudrait regarder ça très précisément. Je pense qu'en moyenne, elles étaient aux environs de moins 5. Donc c'est-à-dire qu'on a un buffer de 15%. C'est énorme. 15% sur le marché immobilier, c'est énorme. Et après, il y a un autre aspect, un autre sujet, qui est qu'en 10 ans, les SCPI se sont métamorphosés. C'est-à-dire que des SCPI franco-françaises qui faisaient du bureau que dans Paris, pour caricaturer, aujourd'hui, elles sont devenues internationales. Et on peut se dire aussi qu'elles ont appris aussi à faire des bonnes affaires, à jouer sur les différents marchés, à acheter d'un meilleur prix que ce qu'on pouvait trouver en France ou en Allemagne, en jouant sur ces différences de marché. Dernière question, parce qu'il y a une information qui est tombée il y a 3 jours. La BCE s'inquiète du poids des fonds immobiliers dans l'immobilier commercial et pointe le risque de liquidité. Oui, alors là-dessus, il y a 2 sujets. D'ailleurs, je souris parce que la BCE a quand même 6 ans de retard. Le comité de sûreté financière, en 2015, avait annoncé ce problème pour la France. C'est-à-dire que considérait que les fonds immobiliers achetaient trop cher leur immobilier en France, avec notamment des sujets d'endettement. Il y a une chose à dire aussi, c'est que l'inquiétude de la BCE,
elle est pour un type très particulier de fonds, qui sont les fonds qu'on appelle les fonds immobiliers liquides. C'est-à-dire qu'il y a un truc génial qui a été inventé, il y a une trentaine d'années en Europe, on a fait de l'immobilier liquide. C'est-à-dire que vous pouviez acheter vos parts et vos actions d'OPCI, par exemple en France, ou de fonds allemands, en pouvant les revendre très rapidement dans la... Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on les met dans un contrat d'assurance vie? Il nous reste une minute. Dans un contrat d'assurance vie, c'est l'assureur qui vous promet la liquidité. C'est pas le produit. Mais en l'occurrence, la SCPI, si on revient à la SCPI, c'est un produit extrêmement rustique. Parce que jamais, et ça a été bien précisé par tous les gérants, la SCPI, c'est un produit immobilier. Il ne vous assure pas la liquidité à la seconde. La liquidité, dans le pire des cas, elle vous est assurée avec la revente des immeubles. Donc c'est un délai classique de revente d'un actif immobilier entre 3 mois et 9 mois, voire 12 mois. Et dernière question, je vais la poser à Bérangère, à Xavier. Est-ce que finalement, cette crise avec ce marché qui bloque, ça ne remet pas les choses en ordre sur l'immobilier et sur la liquidité? Avant, on avait l'impression qu'on achetait, qu'on vendait un logement en 15 jours. Alors je vais juste dire très vite quelque chose. Vous avez dit tout à l'heure, pendant que les crédits étaient pas chers, les banquiers, les courtiers ont piqué de l'argent. Les courtiers ne piquent pas d'argent, les courtiers facturent des honoraires pour un travail. Première chose, il y a une règle, on vend cher, on achète cher. On vend pas cher, on rachètera pas cher. Et c'est ce que je dis à mes clients tous les jours. Moi, je pense qu'on est dans une phase de transition. Il faut qu'elle se réadapte sur les nouveaux curseurs du marché. Et voilà, laissons le marché vivre. Et dans 6 mois, on se reparlera pour voir si les prix ont baissé et ça va mieux. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce débat. La carte blanche à Jean-François Fillâtre, directeur éditorial de Marché Gagnant. Merci à Bérangère Dubus, fondatrice et secrétaire générale de l'UIC, l'Union des intermédiaires de crédit. Frédéric Puzin, président du groupe Quorum. Xavier Lièvre, notaire à Paris.